vous ai apporté des bonbons. Parce que les fleurs, c'est périssable. Voilà donc notre système solaire, avec au centre la Terre. Autour de la Terre tourne la Lune, puis Mercure, Vénus, le Soleil qui tourne autour de la Terre et toutes les autres planètes connues. Oui, vous grincez, bien sûr, heureusement. Vous savez bien que tout cela est faux. Et pourtant, pendant presque 2000 ans, c'est le système géocentrique, c'est-à-dire où tout était centré sur la Terre, géo signifiant terre, donc tout était centré sur la Terre, système hérité de Ptolémée, 2e siècle avant Jésus-Christ, philosophe grec. Alors lui, il n'avait pas grand-chose comme expérience possible. Il n'avait pas beaucoup d'expérience à se mettre sous la dent pour essayer d'expliquer ce qu'il en était de ce système solaire, et il s'en est tenu à ce qu'il observait. Et il est vrai que si vous observez au cours d'une journée la course du soleil, eh bien en effet on voit le soleil se lever à l'est et retomber à l'ouest avant de ne se relever à l'est, etc. Et on peut bien comprendre que pour les anciens, sans preuve de contraire, on pouvait imaginer que tout tournait autour de la Terre. Une autre raison était bien sûr théologique. Les dieux grecs avaient clairement créé l'univers tout entier pour l'être humain, pour l'homme. Et donc, sa chose était au centre de l'univers et nous étions bien seuls ici. Par la suite, on va enfin comprendre les choses. Et c'est ce qu'on va appeler la révolution copernicienne, du nom de Nicolas Copernic, qui déjà dès le XVIe siècle va émettre des doutes quant à cette théorie géocentrique. Tycho Brahe, peut-être un des plus grands observateurs de tous les temps, lui aussi né un 14 décembre, ça me plaît, va observer le mouvement des planètes, très bien le mesurer, ce qui va permettre par la suite à Johannes Kepler d'en tirer les lois du mouvement. Entre ces deux personnages, on a encore Galileo Galilei qui lui encore va observer différentes choses. En particulier, il va observer, comme nous l'avions déjà dit, les taches du soleil, et donc ce que disaient les anciens, à savoir que dans le ciel tout était parfait et immuable. Eh bien, cette affirmation-là tombait directement sous le fait de l'observation. C'était faux. Donc Galilée a commencé à mettre en doute ce qui était dit là, et en particulier aussi le fait que ça puisse tourner, que tout puisse tourner autour de la Terre. Donc en observant par exemple les phases de Vénus, nous en parlerons tout à l'heure, il a pu comprendre que la seule explication possible était bien que ça devait tourner autour du Soleil. C'est donc finalement Kepler qui, via ses lois, va pouvoir asseoir cela. Et enfin, Isaac Newton. Avec Isaac Newton, on va comprendre pourquoi les astres tournent tous autour du Soleil, extrêmement massif au centre du système solaire, par sa loi de la gravitation universelle. Et là, en disant cela, je peux vous parler du modèle physique, du modèle scientifique. Le modèle scientifique, qu'est-ce donc? On observe les faits, on observe ce que la nature nous dit et on essaye d'y coller une théorie qui rende compte de ces faits. Donc en observant via les mesures de Tycho Brahe, en observant via ce que Galilée a pu voir, Kepler et Newton vont pouvoir tirer une théorie qu'on va appeler un modèle scientifique, le modèle héliocentrique, que voici, le modèle héliocentrique de Copernic, où cette fois-ci on a bien le Soleil au centre du système solaire et toutes les planètes qui tournent autour de ce Soleil. Seule la Lune, ici satellite naturel de la Terre, tourne autour de la Terre. Nous verrons plus loin que d'autres planètes ont bien des satellites eux aussi. À noter ici que lorsque Galilée au XVIIe siècle va affirmer que la Terre n'est pas au centre de l'univers, contrairement à ce que l'Église prétend, contrairement à ce que l'Église souhaiterait que ce soit, eh bien, il va être directement attaqué par le tribunal de l'Église, l'Inquisition, et ce procès va durer des années, des décennies, une trentaine d'années, et il devra, pour éviter de ne se faire tuer, décapiter, brûler, il va devoir abjurer, c'est-à-dire qu'il affirmera en effet qu'il s'était trompé. Oui, messieurs, dames, je me suis trompé, vous avez bien raison, la Terre est au centre de l'univers, mais néanmoins, en sortant de ce tribunal de l'Inquisition, il lâchera cette fameuse phrase
Eppure si muove, et pourtant elle tourne bien. Bien, alors, attaquons notre voyage au sein de ce système solaire. Je vous rappelle qu'une des questions premières à laquelle on souhaite répondre, c'est la Terre, où donc est-elle dans ce vaste univers? Alors, on a déjà bien parlé de la Terre, de la Lune, du Soleil. Cette Terre, donc, est comprise dans ce système solaire. Nous la voyons ici, petite planète bleue, autour du Soleil. Donc, bien sûr, ici, on a représenté n'importe où toutes ces planètes pour voir un petit peu leur forme et leur taille comparativement. Elles ne sont pas placées à la bonne distance du Soleil. Donc sur cette image, nous voyons en bas le Soleil, cette sphère de gaz en équilibre hydrostatique, c'est-à-dire cette étoile avec une énorme protubérance ici sur sa partie droite. Nous voyons les 8 planètes. Nous avons dans l'ordre Mercure, Vénus, la Terre, Mars avec ses 2 satellites, Jupiter qui a une 60aine de satellites, Saturne qui a aussi une 60aine de satellites, Uranus, Neptune et Pluton, dernière planète ici en bas à droite. Dernière planète, ai-je dit, c'est une erreur, planète naine depuis 2005, nous verrons dans la prochaine vidéo, demain, que ce n'est plus une planète. Depuis 2005, elle a été rétrogradée au rang de planète naine. Ainsi donc, dans le système solaire, nous avons 8 planètes, une planète naine et bien d'autres, nous le verrons bientôt, et plein de petits corps qui sont des astéroïdes, qui sont des comètes, et d'autres corps dont nous parlerons plus loin. Donc toutes ces planètes orbitent autour du Soleil. Donc nous avons le Soleil au centre. Rappelez-vous, nous parlions de la Terre avec son orbite elliptique. En effet, toutes ces orbites sont des ellipses dont le Soleil occupe l'un des foyers. Tout ceci en accord, bien sûr, avec la première loi de Kepler que j'avais déjà évoquée lors d'une précédente vidéo. Vous remarquez ici que Pluton a une orbite tout à fait particulière, puisqu'effectivement, elle sort loin au-dessus du plan des autres planètes et loin en dessous du plan de ces mêmes planètes. Ce plan des planètes, nous en avions déjà parlé aussi, c'est toujours l'écliptique. Toutes les planètes se meuvent autour du Soleil sur des orbites elliptiques dans un plan quasiment identique qu'on appelle l'écliptique. Ainsi donc, pour nous qui observons les planètes depuis la Terre, on les verra toujours se promener dans le ciel sur une même trajectoire. Et donc on peut repérer à peu près l'endroit où potentiellement on peut avoir des planètes. En passant, si nous devions arriver à 1000 abonnés, je pourrais éventuellement vous faire un live et une observation du ciel en live grâce à YouTube. Donc n'hésitez pas à en parler. On est, je crois, à petit 60. Si on arrivait à 1000, waouh! Donc ici, nous constatons aussi ces orbites elliptiques. Si je prends au centre le Soleil et l'orbite de Mercure, nous constatons en effet que l'orbite de Mercure n'est pas un cercle centré sur le Soleil. C'est en effet une ellipse. Et ici, on voit que pour Mercure, c'est vraiment pas un cercle. C'est vraiment déjà bien écarté de ce qu'on peut appeler un cercle. Si on prend Vénus, même chose, on a toujours une ellipse. Si je prends la Terre en bleu, la trajectoire bleue, c'est déjà plus complexe à voir que c'est une ellipse, mais néanmoins, je vous l'affirme, c'est une ellipse. Là, on voit clairement que c'est une ellipse, c'est pour cette orbite blanche qui n'est autre que la voiture que Elon Musk a envoyée dans l'espace. Une Tesla qui tourne actuellement autour du Soleil, elle aussi, et aussi sur une orbite elliptique. Au fait, la mécanique newtonienne, c'est-à-dire la force de la gravitation de Newton, induit que forcément toutes ces orbites seront elliptiques. Ainsi donc, si on a une comète qui tourne aussi autour du Soleil, ce sera forcément aussi une ellipse. Mais qu'est-ce qu'une planète? Une planète, c'est un astre qui tourne autour d'une étoile. On a des planètes autour de notre Soleil, qui est une étoile.
Vous allez voir bientôt plus loin qu'on a bien sûr aussi des planètes qui tournent autour d'autres étoiles. On parlera bientôt du prix Nobel de Michel Mayor et Didier Queloz. Comment trouve-t-on ces planètes autour d'autres étoiles qu'on appelle des exoplanètes ou des planètes extrasolaires? Donc une planète est un astre qui tourne autour d'une étoile. Les planètes qui tournent autour de notre Soleil ont été déjà remarquées par les Grecs. À l'époque, les Grecs observaient le ciel, ils n'avaient ni Koh-Lanta, ni FIFA 2020 pour s'occuper le soir, et ils regardaient le ciel, ils y voyaient des histoires, ils y voyaient des mythologies. Et ils avaient remarqué que certains astres semblaient se promener dans le ciel. En effet, si vous regardez cette image, on voit, la plupart des points ici sont des étoiles, mais vous avez au premier plan cette espèce de looping qu'on appellera un mouvement rétrograde, qui est composé au fait du mouvement d'une planète nuit après nuit sur le fond du ciel. Il faut bien se rendre compte que les planètes qu'on observe sont des planètes de notre système solaire, qui donc sont au maximum, allez, mettons 60 millions de kilomètres pour Mars, au plus proche, jusqu'à 2 à 3 milliards de kilomètres. Or, les étoiles sont infiniment plus loin. C'est de quelques dizaines de milliers à quelques millions de milliards de kilomètres. Ainsi donc, les étoiles si lointaines semblent fixes, mais les planètes au premier plan semblent se déplacer, comme si c'était des astres errants. Les Grecs qui l'avaient remarqué ont appelé ces astres errants, avec beaucoup de créativité, ils les ont appelés les astres errants, qui se dit en grec planétos. Ainsi donc, une planète est un astre qui se déplace par rapport aux étoiles fixes du fond du ciel. En partant du Soleil, c'est donc Mercure. Mercure, pas énormément de choses à vous dire, si ce n'est que, étant donné qu'elle peut se placer entre la Terre et le Soleil, parfois elle passe tout simplement devant le Soleil. Alors elle est bien trop petite pour pouvoir nous cacher complètement le Soleil, mais néanmoins c'est fort intéressant, car on voit alors passer Mercure devant le Soleil, on appelle cela un transit. Et aujourd'hui, sachant qu'il existe plein de planètes extrasolaires qui tournent autour d'autres étoiles, ça va être un phénomène physique qui va nous être utile pour pouvoir, par exemple, déterminer les atmosphères de ces planètes extrasolaires. J'espère pouvoir inviter bientôt M. Martin Turpet qui nous en parlerait. J'attends de tes news, Martin, quand tu veux. Notez que le mouvement de Mercure, pendant longtemps, n'a pas été compris. Pendant longtemps, on n'arrivait pas à expliquer le mouvement de Mercure avec les lois de la gravitation universelle de Newton, de Sir Isaac Newton. Et comme je vous l'ai expliqué, il faut qu'une théorie physique puisse expliquer les observations. Or, si nous ne pouvions pas expliquer le mouvement de Mercure avec Newton, il devait y avoir un problème. Et une des idées pour résoudre ce problème était de dire que peut-être il devait y avoir une autre planète encore plus proche du Soleil. Cette planète, nous l'avions même déjà nommée Vulcain, mais bien sûr, jamais nous ne l'avons trouvée. La solution va arriver grâce à la théorie de la relativité générale de Einstein, dont je vous parlerai quand on parlera de la gravitation ou des trous noirs à suivre, on verra ça. Et ce stratagème d'inventer nouvel astre ainsi, pour pouvoir expliquer certaines observations, il va porter ses fruits dans un autre cadre, lors de la découverte au fait de Neptune. Bientôt, je vous montrerai cela. Après, waouh, c'est beau, hein? Magnifique photo prise au Chasseron, un matin froid de janvier 2019, magnifique. On voit le Mont Blanc, grandiose. On voit le lac de Neuchâtel ici avec Yverdon. On voit ici la Lune, avec juste en dessous Jupiter. Et on voit ici, magnifique, Vénus. Donc Vénus, souvent appelée l'étoile du berger, n'est bien sûr pas une étoile, vous l'avez bien compris maintenant, c'est une planète. L'étoile du berger, car c'est l'astre qui s'allume le premier dans le ciel. C'est pas toujours Vénus à qui revient cette chance, parfois c'est Jupiter, parfois c'est Sirius. Mais dans ce cas-là, effectivement, aujourd'hui, 2020, mars, c'est bien Vénus qui porte ce rôle. Donc Vénus, deuxième étoile, deuxième planète. Ouh là là, je fatigue.
Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête? On va boire l'apéro? Oui.